Bienvenue au JT du Coin de la semaine. Aujourd'hui, on commence avec un bien sombre présage qui nous est parvenu sous la forme d'une quasi-promesse émanant de la directrice générale du Fonds monétaire international. Lors d'un festival FinTech à Singapour il y a quelques jours, cette dernière a déclaré que les monnaies numériques de banque centrale pouvaient remplacer l'argent liquide et non pas simplement le complémenter dans les économies insulaires. En effet, dans la poignée de pays constitués d'îles, la distribution des MNBC coûterait théoriquement moins cher que celle de l'argent liquide. Un argument relativement faible qui pourrait être interprété comme une excuse bidon pour lancer un premier test à petite échelle visant à faire disparaître l'argent liquide, avant de tout faire pour que ça arrive aussi dans des pays un peu plus grands. Quant aux pays situés sur des continents, elle avait aussi pour eux des arguments en faveur des MNBC qui sont censés offrir une meilleure résilience dans les économies plus avancées et une meilleure inclusion financière là où peu de gens sont bancarisés. Deux arguments qu'il est difficile de qualifier d'autre chose que de bancal. Le premier est tellement flou que même le télescope Hubble n'est pas assez puissant pour déterminer ce qu'elle veut dire par là. Résilience par rapport à quoi? Dans quel contexte? MNBC ou pas, si la banque centrale imprime des milliards à tour de bras, je doute que la monnaie soit particulièrement résiliente face à une chute de sa valeur. Et le deuxième argument consiste à dire que les MNBC peuvent être au moins aussi utiles que les crypto-monnaies dans les pays pauvres. Le maximum qu'elle propose, c'est donc une équivalence. Et ça, c'est quand on parle des bons côtés. Parce que bizarrement, elle ne mentionne pas le contrôle facilité des citoyens par des gouvernements de plus en plus autoritaristes à travers le monde. Et ironiquement, elle se permet aussi de parler d'intelligence artificielle et de score de crédit comme si c'était une bonne chose. Venez donc, abandonnez votre argent liquide et soumettez-vous à notre intelligence artificielle. Comme ça, vous pourrez avoir le même système que les États-Unis qui considèrent que les gens qui n'ont pas besoin de prêts sont de mauvais payeurs. Ou même, vous pourrez avoir le droit au système chinois où la manière dont votre argent est utilisé permet de déterminer quel droit vous devriez avoir. Enfin, je me fais peut-être des films, mais je préfère quand même être pessimiste sur ce genre de sujet. Parce qu'après, c'est vrai qu'elle précise aussi quand même qu'il faut faire preuve de prudence et que la vie privée et la sécurité devront être protégées, ou encore même que les biais cognitifs devront être évités pour ne pas perpétuer les inégalités. En théorie, c'est génial. En pratique, ce serait quand même nos gouvernements qui devraient s'occuper de la mise en place de tout ce système, et ils ont prouvé à maintes reprises qu'on ne pouvait pas leur faire confiance pour tout ce qui touche à l'informatique. Rien qu'en France, entre la fiscalité idiote sur la crypto, l'application Covid mal faite, les logiciels de comptabilité de l'armée qui ont provoqué des retards de paie considérables ou encore l'existence même de la loi Adopi, à chaque fois qu'un sujet touche à l'informatique, il y a tout qui foire. Donc à mon avis, si le gouvernement décide de mettre une intelligence artificielle aux commandes, au pire ils choisiront une version alpha de ChatGPT et au mieux ils choisiront Bruno Le Maire. Les seuls avantages concrets que nous aurons à l'utilisation des MNBC en France, ce sera l'économie des frais de tenue de compte que toutes les banques aiment nous facturer, et la rapidité des transactions qui est à des années-lumière du système bancaire français encore primitif. Et comme c'est quand même pas génial comme proposition de valeur, leur adoption par le grand public me paraît compromise. C'est d'ailleurs ce que pense Mastercard aussi. Le responsable blockchain de la société s'est exprimé récemment sur CNBC au sujet des monnaies numériques de banque centrale, et selon lui, la route vers l'adoption sera ardue pour elle dans les pays développés. Car pour lui, le meilleur cas d'usage pour elle, c'est celui des règlements interbancaires et non pas celui des règlements entre particuliers. Du côté des banques européennes, ça commence d'ailleurs à se lancer dans la crypto. Le 15 novembre, la banque allemande Commerzbank a annoncé être la première banque généraliste à avoir le droit de conserver des actifs numériques. Et par conséquent, ils vont certainement proposer très prochainement des services d'investissement crypto à leurs clients. On est bien loin des banques comme le Crédit Agricole qui bloquaient encore presque toutes les transactions crypto en 2020. Et de l'autre côté du monde, le sujet n'est pas celui des banques, mais du président. En effet, en Argentine, les élections présidentielles ont eu lieu et c'est Javier Milei, un candidat pro-Bitcoin, qui a été élu. Son élection est donc a priori une bonne chose pour la crypto en Argentine. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Argentine sur les sujets hors crypto? Je n'en sais pas assez pour me prononcer, donc on va en rester là. L'info suivante, c'est le début de la décentralisation d'Infura, qui est le fournisseur numéro 1 mondial de nœuds RPC, c'est-à-dire que cette société fournit aux développeurs et utilisateurs un service qui permet de communiquer avec la blockchain et publier des transactions sans avoir à télécharger soi-même toute la blockchain. Pour éviter que les services d'Infura soient surchargés, la société a donc décidé de s'allier à un ensemble plutôt hétéroclite de partenaires, parmi lesquels on trouve quelques organismes natifs crypto comme Mantle, sur lequel j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, mais aussi et surtout deux géants de l'informatique que vous connaissez, Microsoft et Tencent. C'est donc une très bonne nouvelle pour l'écosystème qui gagnera en stabilité et en résilience face à des crises et mouvements de panique que les serveurs Infura n'auraient pas pu gérer tout seuls. Et pour finir cette vidéo, on va parler de l'assaut contre Binance qui a été mené par le ministère de la Justice américain. En effet, on a appris hier que CZ quitte son poste de PDG de Binance. La cause, les États-Unis demandent à Binance de payer une modeste amende de 4,3 milliards de dollars pour des questions de blanchiment d'argent et de fraude.
En effet, sous les ordres de CZ, l'entreprise et ses employés auraient notamment permis la réalisation de transactions entre des citoyens états-uniens et des citoyens de pays visés par les sanctions américaines, ainsi que la réalisation de transactions illégales concernant par exemple des groupes terroristes. On en avait parlé il y a quelque temps, le Hamas utilisait occasionnellement Binance, bien que les montants récoltés ainsi n'aient pas été énormes. Enfin, la plateforme d'échange aurait également prétendu dans son propre système informatique que les citoyens américains visitant le site étaient dans un pays soi-disant inconnu, alors qu'elle aurait dû les bloquer, l'intérêt étant de toucher des frais de trading générés par ses utilisateurs. Tout cela n'a évidemment pas plu aux États-Unis qui ont donc sanctionné CZ. Forcé de démissionner, il devra aussi personnellement payer une amende de 50 millions de dollars, qui est un peu minuscule par rapport à la fortune qu'il a acquise à travers Binance. Mais bon. Au-delà de ça, les Américains vont en profiter pour envoyer auprès de Binance un contrôleur ayant l'accès au système informatique de la plateforme et qui vérifiera qu'à partir de maintenant, Binance respectera la loi américaine. Et pour finir, sachez que le nouveau PDG de la plateforme a déjà été nommé. Il s'agira de Richard Teng, un cadre de Binance siégeant autrefois à des postes de haut niveau, y compris chez l'autorité monétaire de Singapour. Binance ne disparaîtra donc pas de sitôt. La seule chose qui va changer, c'est que pour les États-Unis, le gouvernement pourra se servir de ces 4 milliards pour rembourser leur dette nationale, qui pourrait alors diminuer jusqu'à 33 740 milliards. Du coup, ils vont peut-être s'en servir pour autre chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT du Coin.